Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour notre dernière émission de cette année 2015. J'espère que ce que nous vous avons proposé vous a plu, vous a donné à réfléchir. Et je vous ai rappelé que si vous avez envie de laisser des messages ou des impressions à Zouk TV, le téléphone c'est le 71 27 27, n'hésitez pas. Donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une personne qui est un petit morceau de Martinique, qui est né, qui a grandi, qui a une grande partie de sa famille en France et qui a voulu retrouver ses racines martiniquaises, qui nous a apporté pour cela un ouvrage dans lequel elle se raconte. Donc elle va nous expliquer pourquoi elle a eu envie de le faire. Elle s'appelle Marie-France Astedjani Mérin. Bonjour Marie-France. Bonjour. Voilà. Et j'ai avec moi pour mener l'émission Monsieur Clapopo, que vous connaissez déjà, qui est historiographe, donc qui est bien placé pour nous parler, en tout cas nous faire entrer dans cette problématique de l'esclavage, mais surtout de l'occultation de son histoire et du fait que, nous sommes encore des orphelins de cette histoire-là, puisque, comme vous le verrez à travers l'auteur, et le fait d'en être privé contribue à construire des êtres incomplets et à faire de nous décomplexés ou des gens très mal avec leur africanité, justement. Et Marie-France vient nous dire qu'elle, après avoir haï son africanité, elle a appris à l'aimer. Donc nous allons voir comment ça s'est fait. Maintenant, donc le titre de l'ouvrage, je vais vous montrer. Donc ça, vous avez une petite diapo, deux petites diapos pour vous montrer la couverture de l'ouvrage. Voilà, La passeur de mémoire, le rêve construit l'homme qui le porte, Marie-France Astedjani Mérin. Et puis, au dos, voilà, elle raconte, il y a une petite photo d'elle. Vous voyez? Voilà, deuxième diapo. Voilà, donc avec une quatrième de couverture qui reprend. C'est un extrait d'un texte qui est paru dans l'Humanité, parce que Marie-France, j'allais presque dire d'obédience et d'obédience communiste, mais elle va vous dire que, quels sont ses liens avec le Parti communiste français. Voilà, donc je vous laisse, Marie-France, vous présenter aux téléspectateurs. Et je laisserai aussi Monsieur Popo, Clapopo, vous dire deux ou trois choses dont il aura envie de vous parler dans le cadre de cette émission. Donc moi, j'ai essayé de... Donc c'est une production, c'est une autoproduction. Une autoproduction. Voilà, un ouvrage donc, que vous avez financé par vos propres moyens. Alors j'ai essayé de le définir en termes de genre littéraire. Alors on est entre la biographie, l'histoire de vie, le témoignage et la psychothérapie d'une certaine façon, parce que vous évoquez l'histoire tragique de l'esclavage à travers votre histoire individuelle et familiale, puisque vous avez appris donc, que votre arrière-grand-mère était esclave. Et vous êtes venu à la Martinique depuis fin novembre pour présenter justement, depuis mi-novembre, pour présenter donc cet ouvrage, notamment à votre commune, Rivière-Salée, d'où est originaire cette partie de votre ascendance. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous dire deux petits mots d'abord sur vous? Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Marie-France Astedjani Mérin. Je suis une combattante. Je suis une grand-mère, c'est important, parce que mère, grand-mère, militante. Et j'ai voulu absolument faire ce livre avant mes 70 ans, parce que je vais avoir 70 ans dans quelques jours, et je m'étais dit que c'était très important de le faire, pas pour moi évidemment, mais aussi pour de nombreux Antillais qui vivent en métropole, et ici aussi, parce que je me suis rendu compte quand même, je viens tous les ans à la Martinique, et je me suis rendu compte que les non-dits étaient encore très forts dans les familles. On dit, oh là là, c'est pas la peine, n'en parlons plus, faut passer, faut aller de l'avant. Et je pense que c'est pas
Vous parlez de l'histoire de l'esclavage. L'histoire de l'esclavage. Qu'on évacue. On essaye de l'évacuer, on essaye d'en parler. Si on parle bien sûr des chaînes, des esclaves, tout, on parle de la, comment dire, de l'atrocité. Mais une fois que l'atrocité a été mise, on ne parle pas des séquelles que ça fait sur les générations. Moi, je ne peux pas dire ce qu'a ressenti un esclave, je n'ai pas été esclave, mais je peux dire ce que j'ai ressenti, moi, dans ma souffrance, quand j'ai appris que mon aïeul était esclave, quand j'ai appris qu'il ne fallait pas que j'en parle, et je pense autour de moi, beaucoup d'Antillais sont exactement pareils que moi, sauf qu'ils ne le disent pas. Comme moi, je suis quelqu'un qui m'exprime assez facilement et qui va vers l'autre, je me suis dit à un moment donné, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose, et je ne veux pas aux Blancs, parce que moi je ne suis pas dans le... J'en veux bien sûr aux colons, j'en veux aux politiques, mais je n'en veux pas à la personne qui ne saurait pas, puisque ça n'a pas été appris. Donc je pense que qui mieux que nous pouvons absolument essayer de faire connaître cette page de l'histoire et faire connaître les séquelles. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'historiens qui le font. Mais moi, j'ai pris le parti de prendre Madame Tout-le-Monde, comme je suis, et mon parcours et ce que j'ai subi comme racisme, parce que j'ai vécu en région parisienne, ce que j'ai subi quand j'ai voulu parler de cette histoire, et comment les gens me disaient, mais les serfs aussi, ils ont... Mais non, les serfs, c'est autre chose. Il y a toujours eu de l'esclavage, on le sait, il y a toujours eu de l'esclavage. L'esclavage, mais là, c'est une déportation. Et moi, le mot déportation, j'y tiens énormément. Vous l'appliquez, oui, on le voit. Mais alors, moi, je suis un peu gênée par le fait que vous disiez tout de suite, j'en veux pas aux Blancs, parce que chaque fois qu'on a à parler de nous, eh bien, effectivement, il y a le blanc au milieu et il est toujours la figure qu'il faut protéger. Non, on parle donc de votre histoire et si le blanc doit être nommé, il sera nommé. Et on n'est pas dans des stratégies d'épargner ou de... C'est l'histoire qu'on veut lire de manière objective et on n'est pas là non plus pour taper sur les uns ou pour les autres, parce que s'il y avait à protéger quelqu'un, ça aurait bien été la victime de ce drame. Mais je vous demandais de nous dire pourquoi vous aviez eu envie d'écrire cet ouvrage. On va le développer un petit peu plus. Vous dites dans votre avant-propos: pour aborder sereinement ma dernière tranche de vie, j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Donc vous faites un effort de dire, et c'est vrai qu'on est parfois un peu, je ne vais pas dire blessé, mais tout cet effort qui a été fait. Secoué. Oui, non, mais c'est plus que ça. C'est difficile parce que c'est parler de cette réalité tragique, mais voir que c'est la victime qui subit toutes les séquelles des discriminations, des rejets, du racisme, et c'est contre lui, parce que votre père est déjà un métis, parce que ça n'est pas... Votre grand-père a épousé une Française, une Bretonne, votre père épouse une Normande, vous-même vous épousez un Franco-Italien, vos enfants épousent des Blancs, donc là, la question se pose aussi du travail qui a été fait pour que, en même temps qu'on se rende compte qu'il y a bien une victime dans l'affaire, mais finalement, la victime, c'est la figure qu'on va, par nos stratégies, s'appliquer à détruire, à réduire en bouillie. Et vraiment, quand j'ai eu terminé votre ouvrage, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vous reste de noir finalement, après cette dilution, ce désir, parce que vous le dites très ouvertement, vous ne vouliez surtout pas avoir un enfant noir. Quand le vôtre est sorti, est sorti par les pieds, vous avez vu que le pied était blanc et vous vous êtes dit, Eureka, voilà, enfin en tout cas, c'est réussi, j'ai pas un enfant noir. Il y a quand même dans cette histoire un drame. Alors on va essayer, chers téléspectateurs, d'en parler de manière apaisée, parce que c'est très difficile. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur les discriminations et sur le racisme, je trouve que la manière que nous avons justement d'explorer nos subjectivités nous font effectivement nous repositionner dans le rôle de victime et toujours
celui qui est à l'origine de tout cela, eh bien finalement c'est lui que nous voulons incarner, c'est lui, en lui que nous voulons être exister par lui, et c'est finalement à lui que nous donnons la vie, notamment lorsque nous décidons de mettre au monde des enfants blancs. Il y a quelque chose là d'un peu tortueux, on va essayer de l'examiner puisque vous avez décidé, j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Et vous avez eu besoin de le dire quand vous découvrez, tardivement dites-vous, que l'aïeul de votre grand-père avait été esclave dans une plantation en Martinique. L'iniquité d'une telle situation a été un véritable électrochoc. J'ai été confrontée d'un coup à une réalité d'une extrême violence, celle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Là, on vous retrouve dans vos convictions communistes. Une révolte intérieure, profonde, indescriptible, s'est mise alors à gronder en moi. J'ai compris jusqu'où pouvait conduire le racisme et j'ai su que jamais plus je n'accepterai d'être sali. Donc, alors, l'esclavage était un sujet tabou. Maintenant, je reviens à mon questionnement, c'est le besoin de dire une histoire familiale, d'attirer l'attention sur des représentations et des postures collectives, puisque vous avez dit que tous les Antillais sont à peu près dans cette posture de rogner, d'être dans le déni, de tabouiser, rendre tabou la question de leurs ancêtres, et ils sont pressés, disent-ils, d'aller de l'avant en espérant pouvoir oublier cette histoire-là. D'accord ? Alors, je ne sais pas si tu as une question, Popo, oui, alors, à partir de ça. Dès qu'on m'a parlé de cet ouvrage, j'ai vraiment eu envie de le lire. Effectivement, je m'intéresse à cette histoire depuis une bonne vingtaine d'années. Et le travail d'historiographe, en général, c'est sur les archives, etc. Bon, ça finit par être éthéré. D'autant plus que cette histoire est souvent racontée en nous mettant ce qu'elle a de douloureux, de profondément actuel aussi, puisque les générations actuelles subissent d'une certaine façon cette histoire, précisément parce qu'elle est occultée. Alors, l'intérêt de votre démarche, c'est très précisément de l'incarner, de lui donner de la chair. C'est une personne en chair et en os qui raconte son expérience d'aujourd'hui et la filiation de cette expérience d'aujourd'hui avec cette histoire. Et du coup, on ne peut plus être dans des bavardages hypothétiques, etc. C'est, on va dire, concret. C'est ce qui m'a particulièrement intéressé parce qu'on trouve des récits d'acteurs, de protagonistes des déportations qui sont soit des négriers, soit des etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une contemporaine, mais vraiment au sens strict de contemporain, qui raconte sa filiation avec cette histoire. Ça fait écho à un documentaire qui avait été... Elle parle de l'aïeul de son grand-père. Voilà, c'est en chair et en os. Et donc, c'est une réalité quotidienne qui renvoie un peu à leur propre personne. Ceux qui ont souvent tendance à nous dire « Oh, mais ça, c'est il y a très, très, très longtemps, on a fini avec ça. » Eh bien, vous nous dites, parfois, c'est occulté, et précisément parce que c'est occulté, ça continue d'être présent. Tout à fait, c'est voilà. Tout à fait présent. Hein, il faudrait presque... Voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai fait mon livre, j'ai parcouru, j'ai milité, parce que, bon, effectivement, la loi Taubira, comme j'en parle dans le livre, elle n'a pas été faite comme ça du jour au lendemain. Ça a été ce sont des gens qui se sont appropriés, qui ont voulu ne plus être des boudins à cras comme on voulait nous faire passer, biguine, gentil, sourire, qui se sont réunis, qui ont fait avancer les choses. Et la loi, comme toutes les lois d'ailleurs, mais cette loi, c'est la loi de personnes militantes qui ont voulu montrer ce que c'était que l'esclavage et aller dire pourquoi on ne dirait pas esclavage, crime contre l'humanité, parce que c'est un crime contre l'humanité. Donc moi je suis effectivement, vous avez dit que je suis communiste, je suis communiste, j'ai essayé dans mon parti, essayer de leur dire que c'était important, qu'il fallait absolument qu'on en parle, qu'on fasse quelque chose. Ça a toujours été... Oui, on en parlait, mais c'était pas prioritaire. Et pourtant, je trouve que c'est prioritaire. Parce que c'est prioritaire, parce que c'est une démarche... On voit ce qui se passe encore aujourd'hui, actuellement.
c'est prioritaire. On retombe en ce moment de l'esclavage moderne. Hein. On va faire travailler, on va faire venir les gens, on va les faire travailler pour 3 francs 6 sous et puis on va leur donner un... Bon. Et en plus, maintenant, avec le racisme, moi je trouve que non, c'est pas possible. Donc, les choses ont été faites et puis Christiane Taubira, qui est venue avec moi d'ailleurs à Gorée. Et après avoir son passage à Gorée, elle a trouvé une niche parlementaire et elle a sorti la loi. Oui. Mais c'est la suite de la loi Guesso. Oui, on va en parler. En fait, ce que Mme Mérin Assedjadi nous dit, c'est que la loi Taubira est l'aboutissement du travail de beaucoup d'associations et de personnes, notamment comme Maître Manville, et qui ont donc fait le travail de fond, et Mme Taubira a porté cette loi. Il se trouve que dans nos pays, nous avons des représentants qui incarnent le travail, qui sont le résultat de par leur position. Voilà, là, elle était parlementaire déjà, oui, de par leur position, donc ils sont... Et puis, il se trouve qu'ils ne renoncent pas à faire appeler les choses par leur nom, parce que ça fait partie aussi de la fonction. Bon, en tout cas, c'est pas cela qui nous intéresse en priorité, bien qu'il est très important que nous arrêtions sur la loi Taubira. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aurais aimé vous poser cette question-là. À quel public destinez-vous ou avez-vous destiné cet ouvrage? Alors, à tous les publics, oui, des lycéens, à tout le monde. Aux Antillais en particulier? Non, aussi à tout le monde, aux métropolitains, aux Antillais qui vivent en métropole, aux Antillais qui vivent ici, à tout le monde. Oui. Parce que c'est un témoignage. Oui. Et les gens ne peuvent pas dire ou contester, c'est ce que j'ai vécu. Et... ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, les souffrances, ma construction, et je pense que quand j'ai parlé quand même avec des amis antillaises ou des amis non antillais, alors les amis non antillais disaient oh oui mais tu sais moi aussi en Bretagne, non. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, les Bretons c'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez pu le présenter, le faire lire? Je l'ai lu, beaucoup de gens métropolitains l'ont lu. Oui. Et des gens qui me connaissaient d'ailleurs, et qui étaient étonnés. Étonnés, oui. Étonnés parce qu'ils me voyaient moi, ils disaient elle a l'air à l'aise, mais ce que je veux dire c'est justement les Antillais on est très à l'aise nous, parce qu'on est des gens polis. Mais à l'intérieur de nous, on a quand même cette souffrance. Et cette souffrance, on n'arrive pas à la dévoiler. Moi j'ai pu le faire par écrit, mais c'est très difficile quand même. Hein, mais chez vos collègues français, quelle forme d'empathie avez-vous trouvé? Ils n'en revenaient pas. Et donc, ça leur a posé des questions et ils ont cherché à savoir. Il y en a qui vraiment n'imaginaient même pas. D'accord. Mais sur l'histoire même de l'esclavage, quelque chose? Oui. Il y en a qui connaissaient, mais il y en a qui ne connaissaient pas au plus profond. Et ça remet les pendules à l'heure pour, par exemple, les congés bonifiés dans les hôpitaux. Ah ben oui, mais pourquoi c'est... En fin de compte, ce témoignage, je pense... Si les gens veulent bien le lire et avec franchise, l'ouverture, mais oui, bon, ça, oui. Je crois qu'il va. D'abord, il gêne. Il gêne parce que il tape où c'est vrai. C'est-à-dire, on veut absolument qu'on balaye ça. Qu'on balaye ça. Eh bien, moi, non. Et c'est ça. Alors, la question, c'est, dans le « on veut absolument balayer ça », qui veut, qui est ce « on » et pourquoi? Parce que pour balayer, vouloir balayer absolument, il faut qu'il y ait un intérêt, il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est politique. Et l'enjeu est politique, et il est dans ce que vous posez vers la fin de l'ouvrage, c'est-à-dire la question des réparations. D'accord. Donc on comprend que je vous posais la question parce que ça signifie que les Français aussi sont ignorants de cette histoire-là, sauf que eux, on leur a construit un discours sur notre parasitisme qui fait qu'ils s'imaginent que nous avons des avantages comme
ça que nous octroie la République sans ne les avoir mérités. D'accord? Puisque les 40%, etc., les voyages congés bonifiés, ce seraient des privilèges de petits folkloriques qui se trouvent à 7000 km du centre, etc. Donc ça, c'est important qu'on comprenne. Chez les Antillais, vous avez pu le présenter, enfin ici en Martinique? Alors je l'ai présenté en Martinique. Alors, vous avez eu quels échos? J'ai eu j'ai eu des bons échos, mais j'ai plus de difficultés à le présenter en Martinique qu'en métropole. C'est bizarre, je pensais le contraire. Expliquez-nous. Non, justement, c'est ça la question. Expliquez-nous. D'abord, les gens ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ça je le comprends. Oui, non, bon. D'accord. Mais je pense que quelque part, je les dérange peut-être. Vous voulez expliquer davantage? Les déranger dans quel sens? Pourquoi je viens, moi, et j'ai écrit quelque chose en métropole, que je viens là, alors... par la jeunesse, j'ai beaucoup de mal. Il est accueilli par des gens de 55, 60 ans très bien. La jeunesse, très difficile. La jeunesse, je n'arrive pas. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. D'accord. Même si je vais les voir, que je leur explique, oui, bon, on a autre chose à faire. Mais je ne sais pas comment vous l'avez introduit. Ça, c'est un travail qui doit se faire par le corps enseignant, qui vous invite, et à ce moment-là, les enfants sont dans un cadre où il faut... Effectivement, c'est le genre de thématique qui a besoin d'être accompagné, parce que vous parliez du fait que c'est devenu un tabou, ça dérange beaucoup, les parents ne veulent plus en entendre parler, et les enfants n'ont plus du tout conscience de s'inscrire dans une lignée dont les ancêtres sont africains. J'ai des adultes en formation qui sont étonnés quand je leur dis qu'il faut interroger la notion de ancêtre qu'ils utilisent pour les Amérindiens, alors qu'ils ont des faciès tout à fait africains, et c'est étonnant pour eux de découvrir que, c'est vrai, on n'a peut-être pas d'ancêtres amérindiens. Mais les ancêtres africains qui sont là, omniprésents, et ne serait-ce qu'à travers leur morphotype, eh bien non, ils n'ont pas la présence d'esprit de faire le lien. Ou alors on est dans le délit et dans l'aveuglement, l'auto-aveuglement. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est problématique. Et c'est pour cela que c'était intéressant, chers téléspectateurs, de vous faire partager donc l'expérience incarnée, comme le disait Popo, l'expérience de cette réalité qui a été tout à fait occultée, et de laquelle vous dites, quand vous écrivez les raisons pour lesquelles vous voulez présenter ce livre, vous dites, ce livre est aussi une façon de rendre hommage à mon grand-père et à mon père. Donc on va parler des deux. C'est par eux que vous êtes martiniquaise. Oui, voilà. Je suis martiniquaise par mon grand-père et par mon père. Voilà. Cela me permet de recoller les morceaux épars de notre vie, notre mémoire brisée par l'histoire, nos souvenirs éparpillés par les non-dits. Autrement dit, en une phrase, vous ramassez l'ensemble des désordres psychologiques dans lesquels nous installe la posture que nous avons face à nous-mêmes, face à notre histoire, mais qui est une construction. Puisque vous parlez bien du fait que les gens ne décident pas de ne pas aimer leur histoire ou de vouloir la cacher. Et quand on voit vous-même toutes les misères que vous avez vécues en tant que métisse, mais qui est appelée la petite négresse, ben on comprend on est en face, on est sur un terrain qui est puissamment structuré par des représentations négatives, et que tous ceux qui peuvent porter les traces de cette appartenance à l'Afrique ou à l'histoire de l'esclavage, eh bien, sont des damnés. Et on est vraiment... Donc, dans ce sens-là, vous étiez une damnée, de par le fait que ni vous, ni votre père, ni vous n'avez accepté justement cette négrité. Mais vous étiez entouré de gens qui construisaient cette haine de vous-même. Et vous viviez, vous, cette haine de vous-même en personne totalement soumise, inféodée à ce rapport à soi qui est absolument négatif. Donc, pour continuer un peu sur votre trajectoire, vous militez à l'ADEN, vous avez créé donc avec d'autres gens une association des descendants d'esclaves noirs et de leurs amis en 94.
Non. 80, quelque chose? J'ai commencé en 85. 85. Donc vous avez créé cette association. Alors avant, ça s'appelait l'association Devoir de mémoire, la première, hein, qui est devenue l'ADEN après. Qui est devenue l'ADEN. Donc association des descendants d'esclaves noirs et de leurs amis. Voilà. Je voulais quand même revenir sur le fait que la difficulté de réception de cet ouvrage par les plus jeunes. Les jeunes, oui. Et je l'ai dit, mais je voulais vraiment le souligner. C'est que là où on aiguise notre curiosité, c'est bel et bien l'école. Que l'absence de plus en plus ostensible, si je l'emploie, de cette histoire dans l'enseignement éloigne davantage nos enfants. Bien sûr. D'autant que les générations comme les vôtres ont plus ou moins ont été éduqués à l'oublier, alors parce qu'ils étaient en contact quasi immédiat. Vous étiez en contact avec votre père, qui était en contact avec son père. Eh bien, les générations qui sont encore plus éloignées dans le temps avec cette histoire sont précisément les plus éloignées dans leur enseignement, dans leur éducation, dans leur quotidien avec cette histoire. Et c'est vraiment important d'insister sur le fait que l'école, en tout cas l'école en Martinique, aux Antilles, doit récupérer ce qu'elle peut pour apprendre, pour aiguiser la curiosité des enfants à cette histoire. Et donc, quand on a une grand-mère, vous avez souligné cette fonction de grand-mère, quand on a une grand-mère qui raconte sa propre histoire, c'est absolument fait. Je pense que c'est une opportunité pour le corps enseignant que de l'amener justement, d'accompagner les enfants à comprendre, les petits-enfants de la grand-mère, à comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que on a vu toutes les expériences qui ont procédé par le déni n'ont fait que prolonger les effets néfastes d'une telle douleur collective. Non, mais Marie-France parle beaucoup des non-dits, et c'est bien cela. C'est-à-dire que les gens se construisent sur le sentiment que quelque chose les concernant est très moche et n'est pas du tout valorisant. Et donc, la conscience, le refoulement, etc., fait le reste du travail. Mais maintenant, il y a des manières de faire revivre cette histoire, et même si les enfants ne sont pas directement intéressés. Je pense que vous n'êtes pas là depuis longtemps, vous n'avez pas eu le temps, assez de temps pour aller prospecter dans les écoles, etc., et pour proposer, parce que les enseignants ont des programmes et très souvent, ça leur est difficile je vais revenir. De toute façon, je vais revenir. Et revenir en ayant des contacts sûrs avec le corps enseignant, le rectorat, etc. Ce que je vais faire. Parce que comme c'est une histoire de vie, ça peut permettre qu'on aille plus vite dans l'explication de ce que, en tout cas la prise de conscience de ce dont vous parliez tout au début, c'est-à-dire des séquelles psychologiques de la traite négrière transatlantique. Et c'est très important qu'on sache effectivement que lorsqu'on veut cantonner les gens dans l'idée que c'était atroce, il y avait le code noir, qu'il y avait des coups, c'était violent, des insultes, des injures qui se sont inscrits dans le corps des esclavagés, il est très important que les gens sachent que ça n'était que, j'allais dire, la partie émergée de l'iceberg. Mais toute la partie immergée, c'est-à-dire les séquelles psychologiques de cette situation qu'on trouve, mais qui sont inscrites dans les gens, dans les identités d'aujourd'hui, très peu de travaux ont été faits là-dessus et se sont attachés à montrer que ça n'est pas parce qu'il y a 300 ans, les gens étaient en esclavage que 160 ans après l'abolition de l'esclavage, qu'on en a terminé avec cette histoire-là, que les mentalités se sont lavées et que le déni et l'oubli et tout ce qu'on veut, les non-dits, ont fait le travail de nous détacher de cette histoire. Au contraire, nous sommes dedans de manière très très vivace. Et j'ai envie de rappeler que l'UNESCO a commencé une réflexion sur cette dimension des problématiques de l'esclavage, c'est-à-dire les séquelles psychologiques de la traite négrière. Et on a eu un colloque en 2008 ou 2011 à Ottawa, où tous les chercheurs qui travaillaient sur ces problématiques de tous les continents se sont retrouvés
Et à cette occasion-là, j'ai présenté le travail que j'ai fait sur le cheveu, autour du cheveu crépus défrisé. Et ça a été donc classé comme séquelles psychologiques de la traite négrière. Donc ça signifie que cette réflexion-là, disons qu'on ne la répand pas, on n'en parle pas, parce qu'ici, notamment, on n'a pas beaucoup de relais. L'intérêt, c'est qu'effectivement, cette histoire-là soit tue, mais l'effort que fait l'UNESCO pour nous pousser à regarder cette histoire dans ses conséquences aujourd'hui est encore reste important, puisque nous sommes entrés en 2014 dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. La décennie 2014-2025 est une décennie que l'UNESCO offre à toute la diaspora noire et aux pays dont ils ressortent, de poser des problématiques, de solliciter des recherches, de susciter des vocations dans tous ces domaines-là. Et je pense qu'un ouvrage comme ça, dans le cadre de cette décennie-là, devrait être présenté aussi à l'UNESCO. Il faut aller voir comment... parce que là, on est directement dans les séquelles de la traite négrière. La difficulté que vous avez à 70 ans de vous construire, même lorsque vous êtes marié à un blanc, vous allez vous étonner que ce blanc-là veuille bien de vous, parce que pendant toute votre vie, on vous a appris que vous étiez rien. Eh bien ça, c'est une séquelle grave, parce que découvrir à 60 ans qu'on est quelqu'un et avoir bousillé 60 années de sa vie à chercher qui on était, parce qu'on est dans ce déni avec des gens qui ne pensent qu'à supprimer votre négrité, c'est abominable. Et c'est une des questions qui se posent, c'est pourquoi le fait d'être noir, le fait d'être africain, doit subir un tel sort encore aujourd'hui. Pourquoi? Mais je vous disais au début que ce livre-là m'a vraiment, je sais pas, c'est pas touché, c'est quelque chose de profondément injuste dans la manière que nous avons de vivre les problèmes, les solutions que la société nous offre, la société dominante, et le fait que nous ne remettions pas en question ces solutions-là, c'est-à-dire qu'on veut se blanchir, se faire disparaître, on supprime tous ceux qui dans notre famille portent du sang africain, mais c'est une abomination. Je veux dire, il faut qu'on se réveille et qu'on arrête de transmettre aussi ce genre d'idées. C'est vraiment affreux quand je vous vois expliquer. En même temps, comme vous êtes dans la position d'expliquer votre drame et que vous voulez parler vrai, vous le dites, mais c'est vraiment douloureux de vous voir guetter le pied de votre enfant pour savoir qu'il sera blanc et que vous êtes sauvé. Et en même temps, tout cela, cette recherche de l'Afrique, de votre africanité, de l'acceptation de votre négrité, ne s'est jamais accompagnée d'un désir d'aller vers l'Afrique, mais toujours d'aller vers le blanc et toujours d'être plus blanc que blanc. Vous avez votre grand-père marié à une blanche, votre père à une blanche, vous marié à un blanc et vos deux filles mariées à des blancs et vos petits-enfants n'ont plus rien d'africain. Mon petit-fils a une petite copine martiniquaise. La boucle. Voilà. Bon, on ne sait pas si ça donne mariage et descendance. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est quand même pas banal, c'est pas un accident. Ça s'est inscrit dans une volonté de supprimer le noir. D'accord? Donc, quand on va parler de ces séquelles de la traite négrière, voilà une séquelle qu'on a à prendre en charge du fait que dans le monde diversifié dans lequel on est, il y a quand même des stratégies qui sont bien en place pour supprimer au moins une diversité. Et quand on dit une diversité, pas n'importe laquelle, puisque on nous a bien expliqué, et ce sont les Blancs en premier qui l'ont fait, que le noir était à l'origine de l'humanité. Donc je crois que le supprimer, c'est supprimer eh bien, quelque chose qui fera qu'on sera complètement dépotulé, puisqu'on ne supprime pas une racine sans conséquence. Alors, donc, je reprends sur votre parcours. Vous avez créé l'ADEN pour qu'on comprenne un peu votre combat, qui est de faire connaître l'esclavage comme crime contre l'humanité pour sortir
notamment du drame de l'occultation, mais du complexe, d'infériorité, de la honte, de tout ce qui faisait... Parce que vous avez dit à un moment donné, je détestais l'Afrique, hein, mon regard a changé. Je détestais l'Afrique, mais bon, voilà, j'ai appris. Mais j'ai appris, et puis surtout, j'ai découvert que les Antillais étaient des Africains. Alors, il ne faut pas dire ça aux Antillais, effectivement. Ah, mais ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils aiment et pas. Pourtant, mais c'est ça la réalité. C'est parce que nous n'aimons pas la réalité. Nous n'aimons pas la vérité. Nous sommes construits dans une bulle virtuelle et nous sommes dedans. Et peu importe ce qui est vrai ou faux, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes enfermés dans notre petite tour et nous sommes convaincus qu'il suffit de dire, de décréter pour que cela soit. Mais la réalité est là et beaucoup de gens sont rattrapés. Moi, mon cousin me dit toujours, un vieux qui vit à la Martinique, qui me dit: pour trouver ses origines, enfin sa descendance, il faut chercher la cale de son bateau. Mais c'est ce que nos théoriciens ont dit, hein, c'est ce que Glussant a dit. Nous commençons dans la cale du bateau. Mais voilà, on n'est pas né d'une histoire d'amour. Hein. Non, et ce sont des théories, des gens qui ont diffusé des idéologies qui sont très appréciées hein, par le pouvoir, par nos intellectuels. Et ça fait très bien de citer ce genre d'auteurs parce que voilà, ils ont réussi à se faire une place dans, j'allais presque dire, dans l'inconscient des nôtres, parce que ça justifie toutes les politiques d'évacuation d'une réalité africaine. Et ils ont réussi à faire croire que, eh bien, d'être passé par la cale du bateau, vous savez, c'est comme un checker. Oui, on a secoué très, très, très fort. Et puis on a jeté donc l'espèce de mix qu'on avait formé et la mémoire s'en était allée avec ça et qu'on avait oublié son africanité. Et tout ce que les Africains avaient vécu parce qu'on les avait amenés à un âge où ils portaient en eux leur culture, c'est-à-dire entre 14 et 36 ans. C'est la force de l'âge et c'est la catégorie de population dans un peuple qui transmet, qui investit totalement de la culture, qui a des mots pour et des savoir-faire, des savoir-être, et qui va donc transmettre cette culture. Or, voilà que nos grands théoriciens nous racontent que, sortis de la cale du bateau, nous avons... Moi j'ai vraiment envie de comprendre aussi la vision qu'ils ont de la mémoire, la conception qu'ils en ont, parce que tous les Occidentaux qui nous parlent de mémoire nous font remonter à la nuit des temps. Et je ne sais pas pour quelle raison, justement parce qu'on avait besoin d'éliminer cette composante de nous, pour quelle raison on nous fait comprendre, ou on nous laisse croire à travers des théories qui valent ce qu'elles valent, que nous sommes sortis de la cale du bateau et que ça en était fini de l'Afrique. Donc voilà des aberrations que ces choses-là permettent de mettre au jour. Alors vous pardon? Non, allez-y. Non, l'ADEN, donc l'association qui date de 1985 et je suppose que votre parcours à travers cette association a construit aussi, peut expliquer dans une certaine mesure la production de cet ouvrage. Ah, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ADEN, votre combat un peu? Dans l'ADEN, il s'est passé quand même beaucoup de choses. On a fait un colloque à Gorée quand même avec... voilà. D'ailleurs, mon livre, l'ADEN a fait un colloque à Gorée avec des grands scientifiques. Mais moi, je suis restée sur ma faim. Parce que on a expliqué ce que c'était que la traite de négrières transatlantique, l'esclavage. Mais c'était tous des historiens ou des scientifiques blancs. Et c'est vous qui avez fait le choix, non? Non, j'étais pas la présidente. Hein, non. Et j'ai trouvé que c'était un très beau livre, ça s'appelait Les traites négrières transatlantiques, Histoire d'un crime, où vous étiez venu, j'avais présenté, où vous étiez venu à la Martinique. Et je me suis dit, il n'y a pas la parole des gens. Il n'y a pas... moi, je me sentais pas... je me sentais concernée. Si, ça m'apprenait. Non, mais on parlait sur vous.
Mais moi, j'avais envie qu'on parle de notre... De vous, au lieu de en parler sur vous. C'est comme on le fait dans beaucoup de lieux. Chaque fois qu'il est question de parler de l'esclavage, de mettre des responsables à la tête d'institutions, d'organismes qui vont justement mener des recherches sur cela, ce sont des Blancs qui sont à la tête. Et effectivement, ça n'est pas banal, ça n'est pas anodin. Et ce sont des gens qui forcément parlent sur, tout en s'autorisant du doigt de quoi qu'ils parlent d'eux. Donc c'est très important, ce que vous dites, de toute façon on le voit, hein, on le sait, et c'est pas parce que les Noirs ne le disent pas qu'ils n'en sont pas conscients qu'on parle dans ces sociétés-là tout le temps sur eux. Et on ne parle, aujourd'hui même d'ailleurs, pour prendre un petit exemple, on parle beaucoup du cheveu sur des médias français de l'Hexagone. Eh bien, ce sont souvent 5-6 journalistes ou enquêteurs de France qui sont complètement décomplexés au point qu'ils n'ont pas besoin de faire intervenir une personne concernée par la problématique ou une personne du groupe des Noirs qui aurait travaillé sur ça. Non, c'est entre eux qu'ils proposent le discours, qu'ils le malaxent et qu'ils le proposent aux téléspectateurs sans aucune gêne. Mais nous sommes le seul groupe pour lequel cela est possible. Et donc, on n'en est pas content, mais on n'en dit rien. C'est comme quand on a subi le racisme, eh bien, au lieu de se révolter, eh bien, on s'applique à devenir blanc. Il y a quelque chose dans notre fonctionnement de dominé qu'il faut interroger. C'est pour cela que je suis un peu, peut-être pas gentille du tout, mais j'ai pas envie de jouer non plus avec les mots. J'ai juste envie de dire, de nous regarder un peu dans notre manière de vivre la domination. Et c'est toujours cela qui est important. Nous sommes libres et déterminés, mais nous avons une manière de vivre la domination qui fait que nous sommes les premiers fossoyeurs de nos identités, de notre histoire, de notre descendance, de tout ce que nous voulons, que nous avons si riche, une histoire si riche. Un potentiel aussi, des compétences, des intelligences si extraordinaires. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu pour situer votre combat. Votre combat, c'est pour moi un paradoxe dans la mesure où, dans votre vie, vous avez adopté des positions contraires, mais dans votre histoire... Non, mais ce n'est pas une critique, c'est juste pour montrer pourquoi c'est intéressant de ne jamais jeter l'eau et le bébé. Oui. Enfin, l'eau avec l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. Et parce que c'est intéressant de voir que c'est vous, grand-mère, aujourd'hui, qui avez fait toute cette trajectoire de personnes complètement aliénées et qui venez nous dire... il faut qu'on nous parle de notre africanité. C'est un vrai paradoxe. Même dans vos filles, parmi vos filles, vous en avez une au moins qui ne voulait pas du tout savoir que vous étiez sa maman, parce qu'une fille blanche n'a pas de maman noire, ou bien qu'elle avait un lien, quel qu'il fût, avec l'Afrique, ou bien avec une ascendance noire. Donc c'est ça les paradoxes, et il faut les interroger, parce que vous êtes un cas. Mais nous en avons de plus en plus parce que nous avons beaucoup de grands-mères aujourd'hui qui ont une descendance complètement blanche. Et on ne sait pas, elles ont honte, elles vont se mettre dans des petits trous parce que les enfants blancs ne veulent pas les reconnaître. Alors on évolue vers quoi là? Cette idée du métissage, donc on va interroger tout à l'heure, ce sont toutes ces questions qui se sont posées à moi de manière très brutale. C'est pour ça que je vous les fais ressentir de cette manière-là, parce que du coup, pour moi qui suis sociologue, ce qu'il faut interroger, c'est nous en premier lieu. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Où allons-nous avec ça? Et quelle est cette idée que nous avons de vouloir absolument fusionner alors que le blanc a fixé la barre? Nous ne serons jamais blancs. Quelque blancs que nous devenions, nous ne serons jamais blancs parce qu'il y a la tâche qui existe depuis le début de l'esclavage et aux États-Unis et en Afrique du Sud et chez nous, à travers nos béquilles notamment. La tâche qui signifie que même lorsque vous êtes d'apparence totalement blanc, eh bien vous avez un 16e, un millième, un 10 millième, un millionième de sang noir dans vos veines et vous n'êtes pas
vous ne deveniez pas blanc. Alors, cette question-là, elle existe, elle est en toile de fond chez les Occidentaux, donc même si on n'a pas envie de parler du blanc, c'est là, ce sont eux qui ont fixé la norme. Donc, qu'est-ce qu'on interroge exactement et comment on va l'interroger pour que nous sortions de ce cercle vicieux qui est destructeur, à mon avis, pour nous. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, on peut le faire, sinon on va parler maintenant des thèmes à travers votre épisode de Familial. Oui, vous étiez en train de parler de l'ADEME, d'un colloque où il n'y avait que des blancs. Bon, et aussi, c'est surtout du fait que ça ne vous parlait pas suffisamment. Non. Et que vous avez essayé, donc, à travers cet ouvrage, de ramener la part de vous-même qui consiste dans cette histoire. Oui, parce que en discutant avec ces historiens, et puis je discute souvent, vous connaissez Marcel Dorigny quand même. Oui. Bon, je discute, on n'est souvent pas d'accord tous les deux. Moi non plus. Bon, bah alors ça va, ça me rassure. Parce que il ne peut pas comprendre ce que je ressens. Il ne peut pas. Non. C'est impossible. Il parle sur vous, mais il ne peut pas parler de vous. Il ne peut pas parler de moi. Et au nom et quand ce colloque, moi j'aurais voulu qu'on parle. C'est pas de moi, c'est pas de moi personnellement. Hein, oui, je sais. J'ai pas un ego, j'ai pas tout ça, pas du tout. Si j'avais d'ego, j'aurais fait autre chose dans ma vie. C'est pas ça. Mais de cette souffrance cachée, ça il peut pas le ressentir. Mais qui donne la parole et qui nous donne la parole. Et nous on saura le dire. Mais qui ne parle pas, qui ne parle pas à notre place. Ça, je ne peux plus. C'est bien la question. Ils sont maîtres de la parole. Ils sont, parce que vous je dites ne peux plus. qu'ils nous donnent la parole. Ça veut dire qu'ils sont maîtres de la parole, ils sont maîtres des institutions. Et du coup, c'est vrai qu'on attend qu'on veuille bien nous la donner. Donc, on n'a pas d'espace pour la prendre, nous, et pour nous ériger en auteur, en acteur de cette parole-là. D'accord? Donc on écrit des choses, on ne sait pas si elles seront lues, etc. Mais enfin, il y a là quelque chose à voir, à interroger, avant de continuer à fonctionner, à dysfonctionner, parce qu'on dysfonctionne. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un documentaire, je crois qu'il est de Serge Billet, qui interrogeait des personnes à la Martinique ayant eu... voilà. Et bon... J'ai l'impression que votre livre fait un peu écho, fait écho à ce type de démarche. On peut regretter seulement que de telles démarches soient aussi rares et si peu soutenues, notamment par les institutions qui ont à valoriser ce que nous sommes ici à la Martinique. Et dans ce que nous sommes, il y a cette tranche de vie que vous mais moi je suis presque venu en clandestine, c'est quand même incroyable. Bon. Et bon, tout ça fait partie des... Je pense qu'il faut l'inscrire à l'UNESCO, demander... Je ne sais pas comment faire, je vais voir. Non, mais même dans le cadre, la décennie 2015-2024, les autorités martiniquaises ont pris une part active dans la célébration de cet événement à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, si on a une Martiniquaise comment vous dire ça, ne répercute pas ce qu'ils ont fait à l'ONU ici, parce que personne n'entend parler de ça. C'est une occasion idéale pour le faire, que de faire intervenir Madame dans différents lieux et de transmettre cette parole, parce que précisément, c'est à vous d'en parler plus qu'à des historiographes ou je ne sais qui. Moi, je connais, j'ai vu mon père souffrir, je me suis vu souffrir, j'ai vu mon grand-père, qui lui, en fin de compte, c'est lui qui souffrait le moins. Mais... Parce que c'est lui qui a le plus accepté ce qu'il était. Voilà, complètement. Bon, le fait de son mariage avec une Bretonne ne l'a pas déstabilisé comme cela a déstabilisé votre père, qui lui était déjà un métis de deuxième génération. Non, et puis c'était pas possible, quoi. Il a tellement subi de racisme, mon père, que il voulait pas, en fait, il voulait me protéger. Mais en me protégeant, il ne m'a pas protégé du tout. Mais vous avez dit la même chose de votre maman. On va venir à ça. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un peu, à travers l'épisode familial, comment ça a commencé avec votre grand-père qui se trouve en France, donc pour la guerre? Il est venu faire la guerre 14-18. Voilà. Il est parti sur une barque il est parti de Rivière-Salée puisqu'il était à Font-Maçon. Il est allé à Sainte-Lucie. De Sainte-Lucie, il a pris
un bateau, il me racontait tout ça, donc moi c'était mon héros. Hein, je trouvais ça absolument merveilleux. Il est arrivé, bon, il a été blessé à la guerre 14, à la fin de la guerre, et comme il était martiniquais, il me dit, comme il était noir, comme il dit, ils l'ont pas soigné, il était renvoyé sur la Martinique, même 6 mois, c'était pas grave. Et ma grand-mère s'est trouvée là, elle avait perdu son premier mari au début de la guerre 14. Donc c'est cette Bretonne qui est infirmière. Elle est infirmière ou je sais pas, voilà, soignante pour les blessés de la guerre 14. D'accord. Et elle a rencontré, elle a dû tellement bien soigner mon grand-père que C'est son bien, ça. et on fait mon père. Donc ma grand-mère, elle était, c'était une Bretonne, il avait fait la guerre 14, c'était un héros. Donc tout se passait bien. En plus ma grand-mère est décédée de bonne heure, donc. Mais moi, mon seul interlocuteur sur ma couleur, parce que lui, il vivait vraiment à l'antillaise, vraiment. Il avait ses petites cases dans son jardin, c'était extraordinaire. Donc je passais de antillaise vraiment en vacances. Et hop, quand je revenais en région parisienne, fallait plus du tout que je sois comme ça, fallait que je sois très sage, bien. Mais mon grand-père aussi me disait quand même, hein, tu sais, une petite négresse doit toujours être très sage, parce qu'elle n'a pas le droit de ne pas être sage. Alors j'étais éminemment sérieuse et ça, je dois dire, trop sérieuse, trop sage, et ça m'a beaucoup perturbée pendant des années parce que j'ai jamais su me rebeller vraiment. Je l'ai fait que très tard. Mais ça a des conséquences d'ailleurs sur la personnalité parce qu'au fond, eh ben, comme vous êtes déjà noir, on le dit chez nous aussi, hein, où tu es déjà noir, donc tais-toi, calme-toi, et ça demande au noir de se niveler. Oui, et de se taire, de se mettre plus bas à ras de terre, et puis essayer de se faire, mais vraiment pas remarquer du tout. Et ça donne une personnalité, effectivement, comme on l'a chez beaucoup des nôtres. Des gens dont on tue la spontanéité, dont on tue la créativité, de qui on attend qu'ils soient des citoyens dociles, soumis à des institutions et à des règles qui ne sont pas à leur service. Parce que très souvent, ce sont des gens. Mais je pense que c'est des bombes à retardement. Moi, j'ai toujours dit que c'était des bombes à retardement et j'ai eu raison de le dire et de le penser parce que c'est pas possible. On peut pas demander à des jeunes, hein, et en plus, même à des filles ou à des garçons, parce que c'est la même chose maintenant, mais qu'ils soient dociles et qu'ils parlent pas, qui aient le verbe haut, ça veut dire quoi? Évidemment, on ne voit plus ça. Non, mais c'est des bombes à retardement, mais comme ces gens sont bousillés, la violence se retourne contre eux. Donc c'est même pas une solution. Bon, alors vous parliez donc de votre père qui était lui, qui vivait un peu ce qu'on appelle sa martinicanité, mais votre grand-père, mais votre père à vous, c'est vraiment l'opposé de ça. Votre grand-père ne lui a pas du tout passé cette martinicanité. Comment ça s'est fait? Je pense que mon père l'a refusé. Il a dû vouloir. D'accord. Je pense qu'il l'a, parce qu'il s'en cachait pas. Il vivait comme je vois ici à la Martinique. Il vivait pareil. D'accord. Donc c'est votre père qui a refusé. Oui, mon père qui a refusé parce que c'était pas mon grand-père était le premier noir d'Évreux. Il n'y avait pas beaucoup de noirs de l'autre côté, hein. En Normandie, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et pour arriver à faire quelques études, eh bien, il a bien fallu qu'il rentre dans le rang, hein, dans le moule. Donc, quand on l'a appelé, quand il était petit, on lui caressait les cheveux pour ça porter bonheur, ou des choses comme des atrocités comme ça, c'est épouvantable, quoi. Donc, lui, il a grandi en Bretagne? Non, en Normandie. En Normandie, oui, c'est pas monnaie courante. Il n'y avait pas, donc, il a subi beaucoup de racisme. Alors vous dites par exemple, malade, il a subi du racisme, il a eu la tuberculose, les sœurs, on peut dire la religion, étaient horribles avec lui. Non. Donc vous dites que à la page 13, mon père avait honte
Il s'excusait presque d'exister. Oui. C'était aussi mon cas jusqu'au jour où j'ai dit que j'existais. Donc on avait honte d'exister, c'est ça. Et oui. On se fait tout petit, tout petit. Ça, c'est donc ce que vous appelez l'histoire tragique du fait que c'est votre père qui a refusé de, si vous voulez, de recevoir l'héritage, mais votre grand-père lui aurait passé une forme de martinicanité de laquelle était quand même exclue l'histoire de l'esclavage. Parce que dans quelques pages, vous dites que lui, il ne voulait pas qu'on en parle et il vous demandait d'être toujours gentil. En même temps, il y avait ce paradoxe parce qu'il disait tu es ma petite négresse. Ou quand vous vous êtes défrisé, il a dit alors tu n'es plus ma petite négresse. Ça honte, il m'avait dit. J'ai dit mais non, mais... C'est ça. Oui. Il a beaucoup pleuré. Voilà, donc il avait ce paradoxe en même temps de se savoir descendant africain, de l'accepter et de l'apprécier et d'essayer de le voir transmis dans sa descendance. Mais il a un enfant là qui ne transmet rien parce que lui-même, il est absolument mal avec son... Et la différence avec votre père, c'est que lui, il naît en France, dans un environnement où il est construit comme métis, donc comme défectueux, alors qu'aux Antilles, votre père est construit comme un d'ici. Et donc il a un environnement qui le consolide. Et cela peut expliquer la fragilité psychologique des métis qui naissent. C'est très dur, je pense que c'est beaucoup plus dur. C'est ce que je dis moi et que les gens ne comprenaient pas. Je pense que c'est plus dur d'être métisse que d'être vraiment, d'avoir un père, une mère martiniquaise. Déjà, on a deux choses solides. Là, quand on a un père martiniquais, une mère blanche, c'est assez compliqué pour trouver son équilibre, surtout si on ne parle pas du tout de l'africanité de l'antillais. Bon, on a le problème ici, mais si vous voulez, les enfants métis sont très vite pris en charge d'une certaine façon par la société globale. Donc ils sont plus structurés dans une société ultra-raciste où il fait meilleur être métis qu'être noir. Donc les métis ici sont dans leur bain. Mais en France, ce n'est pas la réalité. Non. Ils sont parmi les blancs et ils sont donc rejetés dans le groupe des noirs. Et s'ils n'ont pas un arrière-pays bien construit, solide, ils sont effectivement des êtres défectueux. Ils n'ont pas de racines du tout. Ils n'ont pas de racines. Alors vous dites à la page 141, pour expliquer ces défections, si les Antillais se sont interdits de dire qu'ils étaient descendants d'esclaves, c'est par la crainte du racisme pour certains, mais aussi et surtout, pour la plupart, par une méconnaissance de leur propre histoire. Je peux témoigner de cela, puisqu'il en était de même dans ma propre famille. Et là, il faut remonter à l'histoire coloniale qui n'est pas tendre avec les gens de couleur. Okay ? Vous parlez des expositions coloniales, du fait qu'on les déshumanisait, etc. etc. Donc, vous énoncez des faits et vous tentez d'apporter des explications qui vont expliquer cette honte, parce qu'elle est quand même problématique, cette honte de dire. Et ce qui était important, à mon avis, c'est le fait que tout est porté sur la couleur. Vous n'êtes jamais un être de culture. Et personne ne s'en inquiète, vous êtes toujours une couleur. Et tout se joue sur la base unique de la couleur. Même votre mère, elle ne voit dans votre père qu'un blanc ou quelqu'un à qui elle refuse toute étrangeté, toute forme d'altérité, toute forme de... Et pourtant, elle l'a épousé, mais elle le veut blanc. Et elle en fait un blanc. Elle en fabrique un blanc. Et il adhère à ce projet de devenir un blanc et de se comporter totalement comme un blanc. Au point que, effectivement, quand il va découvrir avec vous, Gorée, cette partie africaine, il va s'effondrer psychologiquement parce que vous le dites vraiment, mais parce que c'est votre mère, vous l'épargnez, mais vous dites vraiment, maman ne voulait pas voir en lui un noir. Et quand il a commencé donc à s'affirmer dans sa martinicanité ou afro-antillanité, eh bien, il a commencé à mettre des images de la Martinique dans le couloir de, je suppose, dans la maison. Il a fait son musée. C'était assez poignant, quoi. Et elle dit, et il était autorisé à le faire.
C'est-à-dire que sa femme, c'était le dominant dans une société où le blanc était dominant, dans un ménage où le blanc est dominant, et donc il est écrasé doublement, triplement, centuplement, jusqu'au jour où quelque chose va effectivement jaillir de ce déni de soi total, et il va essayer donc. Il va accepter, peut-être que c'est vous qui avez été le tison. Ah, c'est moi. C'est vous qui avez été le tison, donc de le ramener en tout cas déjà à l'héritage paternel et ensuite au-delà à l'africanité, qu'il ira à Gorée, il va faire des expériences, il va essayer de proposer, parce qu'il est, je crois, quatrième adjoint au maire de son village. L'un des premiers adjoints de la Joinville, de sa ville. Et premier adjoint au maire. Oui, à Joinville, oui. Et il essaye donc de promouvoir des activités qui vont permettre aux Antillais, ou en tout cas que cette connaissance se fasse. Voilà. Donc ça, c'était pour votre papa. Et puis il y a tout à fait. Je ne sais pas si tu veux poser une question sur les parents. Oui. Alors, c'est intéressant que ce soit vous, la fille, qui soyez l'aiguillon de votre père vers cette génération de métis. Cette quête de soi. Je comprends mieux le fait que vous ayez insisté sur le fait que vous soyez une grand-mère, puisque voilà. Mais qu'est-ce qui vous amène à le pousser vers... C'est votre parcours de militante déjà dans l'association ? Non, c'est pas mon parcours de militante, oui, mais c'est pas tellement ça. C'est que je voyais quand même, au fond de mon père, moi, puisque je souffrais, je me dis, c'est pas possible qu'il souffre pas. Et au début, quand j'ai voulu militer pour essayer de m'enfoncer dans la loi Taubira, avant la loi Taubira, il me disait mais laisse tomber, c'est pas la peine, qu'est-ce que tu vas te faire souffrir, pourquoi tu veux chercher, pense à autre chose, pourquoi c'est... Je disais mais écoute papa, non, c'est ton histoire aussi, oui mais c'est vieux, c'est passé, nanana, bon, et puis ça va énerver ta mère, bon, on en parle. J'ai dit à un moment donné c'est plus possible quoi. Oui. Et le livre qui m'a bouleversée, c'était le livre d'Angela Davis. Alors là, c'était pour moi un électrochoc. Un détonateur. Et à partir de là, et non, aussi ce qui m'a bouleversée, c'est quand j'ai perdu mon grand-père. Tant que j'ai eu mon grand-père, j'ai pas eu de soucis. Parce que j'avais un interlocuteur. Il était là, je pouvais parler avec lui, même si je parlais plus beaucoup parce que j'étais très adulte, mais il était là. Le jour où il n'était plus là, je n'avais plus personne. C'est-à-dire que j'étais moi qui me sentais antillaise à l'intérieur de moi. J'avais la moitié d'antillaise, la moitié de métropolitaine. Mais j'en avais les 3/4 d'antillais qui étaient en train de bouleverser, qui en fin de compte, à chaque fois qu'essayaient de dire quelque chose ou d'essayer de... Hop, on me faisait voir que bon, c'est bon quoi. Oh bah oui, t'es gentille, t'es marrante, non. Et ça m'énervait au plus profond de moi. Oui, je suis gentille, je suis marrante, mais... Vous êtes réduite à une portion congrue de vous-même. Et ça, c'était pas possible. Et puis, développer des compétences, c'était... Impossible. Donc la perte du grand-père vous amène, la met face à elle-même. Aussi à obliger son père à renvoyer un peu de ce dont elle a besoin, d'être martiniquaise, tout bêtement. Tout bêtement martiniquaise. Et mon père... Lui, il avait fini avec ça depuis bien longtemps. Et il était heureux. J'ai vu, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré. Enfin, c'était... et alors après... Une catharsis. C'était pour lui... quelque chose. Et il me dit, tu feras un livre. J'ai dit, oui, je ferai un livre. Et mon papa s'est suicidé. Il n'a pas voulu être vieux et je pense que c'est pas neutre. Donc pour moi, je devais faire ce livre parce que je dis que c'était pas... il est parti sans... Je lui avais dit que je le ferais, il ne l'a pas vu, mais bon, je suis pas croyante alors, mais je me dis que quand même, peut-être, il m'a aidé à le faire. Mais c'était important, c'est pour ça que c'était important que je le fasse. Parce que je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour que plein de gens comme moi, et des gens qui ne sont pas comme moi, mais qui me connaissent, ou qui nous voient, quand ils voient un Antillais, mais qui pensent un peu autre chose
que du boudin, que des Accra, mais qu'on a une culture, qu'on a une souffrance, qu'on a le droit de parler et qu'on ne parle pas à notre place. Mais que, justement, que eux soient les acteurs de ce changement-là. Parce qu'en acceptant d'être boudin Accra, comme vous le dites en France, eh bien, ils contribuent à pérenniser cette vision totalement exotique et folklorique d'eux-mêmes. Donc, la question que je pose dès le début, c'est celle de notre responsabilité dans les formes de domination que nous subissons, dans les manières que nous avons d'aider le dominant à nous écraser et à nous réduire en bouillie. Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on est si complice dans cette œuvre de destruction massive? Parce que la science, la psychologie sociale notamment, nous donne des outils pour comprendre comment le dominé vit sa domination. Et comme on n'a pas de fonds historiques, pas d'arrière-pays, qu'on a refusé l'Afrique et qu'on n'est pas blanc non plus et que ceci, cela, on est sur un terrain complètement prêt à accepter tous les arbitraires des dominants parce que on est dans l'attitude que vous étiez, votre papa aussi, de remercier le ciel qu'un blanc ait jeté les yeux sur vous et ait eu envie de vous épouser. Aucune blanche ait aimé votre papa comme il était tellement content. Vous dites d'ailleurs de manière tout à fait paradoxale qu'ils étaient unis et complètement heureux. Mais ils étaient unis et heureux parce que votre mère a posé les conditions de ce bonheur et que votre papa n'a rien eu à dire, sinon qu'à être gentil, lui apporter son café au lit et être quelqu'un de totalement acquis à cette vision réductrice de soi. C'est très important qu'on comprenne sur quel fond se pose, quel fond identitaire, puisque vous parlez beaucoup du fait qu'on est amputé de son identité. Mais c'est cela justement qui est tragique parce que on peut vivre sans identité, ou alors on peut vivre en se projetant, en ayant l'autre comme miroir et sans jamais vouloir se voir soi dans le miroir. Et on peut vivre comme ça et on peut avoir le sentiment d'être heureux jusqu'au jour où il y a ces formes de catharsis dont vous parlez, qui font qu'on se dit, eh bien, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure? Pourquoi il a pleuré? Alors que tout le temps, donc vous citez beaucoup d'extraits où vous voyez votre papa vraiment s'éliminer, s'exterminer psychologiquement. Et ça brutalise. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai reçu des choses de manière très brutale et très violente parce que je travaille beaucoup sur la domination. Et que pour moi, c'était pas neutre cette manière de vivre la domination, justement. Et donc, il fallait comprendre quel était le terrain sur lequel de telles conceptions identitaires se développaient. Enfin, j'allais dire pas non identitaire, mais des conceptions qui faisaient fi de l'identité, qui n'avaient pas besoin de l'identité pour conférer l'impression qu'on vit ou qu'on ne vit pas. On vit, de toute façon, parce que le dominant est là et vous dit, voilà ton chemin. Et puis on vous dit, ne grandis pas, reste à le plafond de verre. Oui. Ne grandis pas, le plafond de verre, reste là, sois gentil, tais-toi et sois pas concurrent, ne viens pas te prendre dans les pattes des autres qui ont besoin de grandir, d'avancer. Bon, à la limite, on est tout le temps dans le tolérer, dans l'accepter, dans le voilà, on fait ça pour moi, je dois leur en être gré, etc., leur en savoir gré, patati patata. Donc il y a quelque chose de cela dans l'ouvrage qui est fort, mais c'est précisément à travers cette violence que ça nous renvoie sans arrêt, parce qu'on se cherche identitairement, l'identité qui est raciale essentiellement là, on se dit, d'abord elle n'est que raciale, on ne voit pas la culture, rien n'est posé en termes de culture, et deuxièmement on se dit, mais quand on nous dit que l'esclavage s'est passé, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans, voilà. C'est vivant, et donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y a quand même un des enseignements de ce parcours, c'est que on a beau aller aussi loin dans le déni de soi-même, il y a toujours le risque, j'emploie à dessein le terme risque, il y a toujours le risque que cela nous revienne et que ce soit l'essentiel. La probabilité que au seuil de ses 70 ans, madame éprouve. La chose la plus importante à ses yeux, c'est d'écrire un ouvrage, de témoigner de cela. Et en étant cru, sans chercher des faux fuyants, etc., en racontant cette histoire de manière... Et
pour la transmettre vraisemblablement aux petits-enfants. Oui, tout à fait. Et mes petits-enfants sont très à l'aise justement avec ça. Précisément uniquement, mais alors, ils sont très à l'aise. À la génération de ces petits-enfants qui eux, sont de plus en plus éloignés de ces préoccupations et c'est flippant que une autre génération, celle des petits-enfants, doivent attendre jusqu'au seuil de ses 70 ans pour refaire ce parcours et améliorer ce qui pourrait l'être. Ils sont très antillais, ils se sentent, ils le disent. Mais vous avez fait ce qu'il fallait parce que vous avez beaucoup souffert. Hein, les grands-mères ne sont pas comme vous. C'est ça. Donc les petits-enfants dont je parle, ce ne sont pas les vôtres en particulier, c'est la génération des vôtres. Oui. Et qui n'ont pas toujours, et qui ont, sinon ça serait, qui n'ont pas la grand-mère qui fait ce parcours et qui les amène à éviter un certain nombre de ils sont très contents d'ailleurs. Et qui acceptent de souffrir parce que quand sa fille lui dit t'es pas ma mère, quand elle ne se reconnaît pas dans sa maman, qui pour elle est noire, voilà, etc. C'est très douloureux parce que vous l'avez portée, vous l'avez voulu blanche en plus. Oui, en plus, elle est sortie blonde. Elle est sortie blonde. Elle est sortie blonde. Et du coup, vous n'avez... Non, c'est tragicomique parfois, mais c'est tragicomique, mais ça dit quelque chose de vous qui est très important. C'est ce besoin de vérité que vous... Je voulais aussi dire, bon, je ne suis pas sociologue ni encore moins psychologue, ce n'est pas anodin que ce soit une femme. Je ne sais pas si un homme aurait eu cette démarche. J'ai l'impression que c'est profondément femme, cette manière de ramener les choses. Vouloir donner la vie. Voilà. Donner la vie. Voilà. Parce que quand l'enjeu de vie est profondément... Et si aussi c'est la femme. C'est bizarre, hein? Oui, c'est vrai. Bon, c'est facile à posteriori de dire ce n'est pas anodin que vous soyez une femme, mais je crois profondément que quand la vie est en jeu, c'est souvent celle qui donne la vie qui ramène les choses là où il faut. On a encore deux. L'heure passe tellement. Je vous ai dit ça. Sur les quêtes identitaires. Je voulais aborder la question de la couleur et du racisme. Donc, il y a beaucoup d'extraits, mais il y a toujours cette phrase de votre mère, qui concerne votre mère et votre père, qui disait qu'ils voulaient vous protéger de leur couleur. Vous protéger de leur couleur. C'est ça d'abord qui révolte beaucoup. Elle souffre en silence de la couleur de son mari. Vous écrivez ça donc à la page 32. Elle refuse de voir la couleur de son mari à la page 86. Elle gomme la négritude de sa fille. Et donc sa fille est appelée à se défriser à l'âge de 12 ans à la page 33. À 12 ans, ma mère m'a encouragée à faire défriser mes cheveux. Cela me prenait un temps infini pour lisser et plaquer mes cheveux. Je mettais du fond de teint très clair sur mon visage. On me répétait sans cesse de ne pas me faire remarquer d'être sage et exemplaire. Il fallait que je sois plus blanche que blanche. La réussite était, soi-disant, conditionnée à cette identification, la condition sine qua non d'une intégration parfaite. Donc vous l'avez voulu, cette intégration parfaite, vous avez voulu être blanc, votre papa aussi, etc. Mais je crois que vous avez en vous le sang de l'origine de l'humanité et que quelque part, vous vous êtes dit que vous n'allez pas jeter, donc en tout cas renoncer à cette partie de vous-même. À la page 11, vous dites que votre père refuse de vous parler de ses racines africaines et vous en déduisez que c'était pour vous préserver justement de cette fameuse couleur. Vous parlez de parents qui ont choisi le déni par amour à la page 12 et 30. Vous dites que être métisse et devoir choisir, enfin, moi je déduis que être métisse, en France en tout cas, c'est devoir choisir son camp. Je me sentais blanche. À la page 30, et vous dites aussi, je me promenais avec mes parents et je voyais mon père blanc aussi, et ma mère aussi ne voyait qu'un blanc en lui, d'accord? L'un des pires effets du racisme est de devoir rogner sur son potentiel d'épanouissement, donc ne pas développer de compétences qui vont justement concurrencer celles du groupe dominant. Dans les lieux publics, votre grand-père vous a expliqué que vous ne pouviez pas aller dans une boîte de nuit avec... Ça, je l'ai vécu par contre. Vous l'avez vécu, vous racontez? Je l'ai vécu, c'était horrible. Voilà. Et à la page 38, donc vous racontez cet épisode de boîte de nuit. Donc il y avait une boîte de nuit pour les Noirs et une pour les Blancs. Oui, parce qu'il y avait Évreux, il y avait une base américaine après la guerre. Il y avait donc une boîte de musique tout à fait, qui était faite pour les Noirs américains et une pour les Blancs. Et mon grand-père m'a dit qu'il ne pouvait pas aller dans celle des Blancs
Et il m'a fait... Pour moi, c'était... Oui, vous l'avez vu. Donc, vous êtes allé quand même chez les Américains et vous avez passé un très bon moment parce que finalement, pourquoi c'est ça, se vouloir s'imposer là où on ne veut pas de vous. Voilà. Et donc, mes premières sorties de jeunes filles ont été faites avec un grand-père noir. C'est quand même extraordinaire. Quoi. Oui, mais c'est peut-être pas ça. Alors, pour continuer sur votre rêve de blancheur, hein, qui était la conséquence du racisme, vous dites... J'ai tellement souffert du racisme que je ne voulais pas me marier avec un noir. J'ai épousé un blanc, un niçois aussi blanc que ma mère, parce qu'à l'époque, j'avais honte de ce que j'étais. Quelques jours avant le mariage, je n'avais toujours pas choisi ma robe. Je ne voulais pas de robe blanche. Je craignais que le contraste avec la couleur de ma peau ne soit trop saisissant. C'est mon père qui m'a poussé à l'acheter. Donc vous aviez épidermisé toutes les manifestations de votre existence physique en tant que femme qui a une couleur un peu différente. Vous aviez tout réfléchi à tout calculé dans les moindres détails. Tout ce qui rappelait votre négrité était, comment on dit ça, passé de peau, hein. Oui, mais c'était passé au filtre de vos yeux pointus pour détecter où se trouvait la négrité. C'est atroce comme souffrance et ça vous a donné aussi un courage de dire tout ça parce que c'est pas simple de dire ça. Hein. Je vous dis, chez nous, on vous traiterait d'aliéné, de mal blanchi, etc. Et donc on le regarde là avec un regard un peu distancé pour comprendre que c'est parce que des gens nous diront ces choses-là que nous allons prendre toute la mesure de la destruction à laquelle continue à contribuer cette manière qu'on a de s'envisager soi comme sans histoire, sans culture. Et quand je vous disais que les Noirs métis souffraient d'autant plus qu'ils n'avaient pas d'arrière-pays culturel, c'est ça la question. La question de la culture n'est jamais là. Quand on parle du noir, de l'Africain, on parle d'une couleur, on ne parle pas d'une culture. Or, votre grand-père était plus solide parce qu'il avait hérité de ses ancêtres d'une culture. Mais les jeunes générations qui n'ont plus ça, eh bien, ils sont complètement livrés justement au regard destructeur. Donc c'est une chose... donc moi, sur les questions du racisme, de ces manifestations, j'en ai terminé. Je ne sais pas si tu as des questions. Après, je vais parler de la mémoire, la question de la mémoire. Non, je voudrais quand même que vous développiez un peu l'épisode de votre première sortie avec le grand-père. Ça montre ce que vous disiez précédemment, à savoir que sa disparition a déclenché beaucoup de choses. C'était comme une bouée, enfin un sanctuaire pour vous qui disparaissait et qui vous obligeait à prendre en charge vous-même ce qu'il vous apportait. Il avait déposé en elle des choses de manière inconsciente. certainement, mais qui reviennent précisément parce que sa disparition les active. Et puis moi j'étais une petite négresse quand même, que j'ai dit, je me sentais très bouillonnante, très antillaise, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette relation particulière? J'avais une relation particulière avec mon grand-père, parce que mon grand-père m'apportait tout ce qu'on ne me parlait pas. Donc tout ce qu'on ne me parlait pas... Et puis il vous aimait gratuitement. Il m'aimait comme j'étais. Voilà. Il m'adorait même. C'est ça, gratuitement. Oui, il était fier. J'étais fière d'aller avec lui partout. Et comme moi j'étais la seule de la famille, on blanchit en vieillissant, hein, puis surtout en région parisienne. J'étais très noire. Donc avec les cheveux tout frisés, tout... évidemment, à côté de lui, j'étais bien, quoi. J'étais vraiment très bien. Puis comme lui, il était à l'aise, j'étais à l'aise. Et c'est vrai que le jour où il est parti... Mais les grands-parents ont souvent ce rôle-là, hein, de nous stabiliser dans nos identités. Quand on n'en a pas, d'ailleurs, on n'est pas tout à fait bien fabriqué. Hein. Je pense que le rôle des grands-parents est capital. Je le vois bien, parce que je vais beaucoup parler dans les écoles. On me demande dans les écoles, les enseignants qui veulent. Et les élèves sont très, très réceptifs. Hein. Parce que je pense que j'ai un... Bon, je ne suis pas encore très vieille, enfin, je commence à être vieille, mais on a une expérience, un vécu, une sagesse. C'est sécurisant, un grand-parent c'est sécurisant, voilà. Parce qu'on n'est pas dans les obligations de l'éducation, etc. On transmet des sentiments, des émotions, des expériences, une mémoire. Des mémoires, et ça fixe. Et c'est important. Donc c'est pour ça que je pense que oui, quand mon grand-père est décédé, d'ailleurs tout le monde n'a pas compris pourquoi, chez moi, dans ma famille, du côté de ma mère comme du côté de mon père,
J'ai pleuré pendant une semaine, mais j'étais inconsolable. Et il me disait, mais bon d'accord, c'est un grand-père, t'es marié, t'as des beaux enfants et tout. Moi non plus, j'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai vite compris au bout d'une semaine qu'est-ce qui se passait. Oui, c'est ça. Et là, j'ai dit, je suis perdu, j'ai plus personne, quoi. Et j'ai plus personne parce que si j'avais envie de parler un petit peu ou manger un peu antillais, je le faisais chez mon grand-père, là c'était fini. Oui, c'est ça. J'étais plus que normande ou italienne. Oui, c'est mais ça. j'étais plus martiniquaise. Mais c'était un environnement qui n'était pas sécurisant pour vous, puisque vous n'étiez pas accepté pour ce que vous étiez. Donc c'était la seule personne qui le faisait, c'était votre grand-père, et sa disparition vous a enlevé cette seule béquille, qui était plus qu'une béquille, qui était un stabilisateur sur le plan identitaire. Oui. Alors, sur la question de la violence, je vois passer l'heure, on ne va pas s'arrêter, mais vous expliquez bien comment, quand vous représentez la vie de votre aïeul qui vivait dans les plantations, ce que c'était que l'esclavage, les conditions de travail, les conditions de vie, la faim, etc. Vous êtes profondément révolté parce que vous faites ce travail, ce que nos Antillais et nos populations refusent de faire, ne serait-ce que par compassion pour leurs ancêtres. Et je leur pose souvent la question, est-ce que vous savez où sont enterrés vos ancêtres? Si vous avez envie de leur allumer une petite lumière, vous avez demandé à la société de vous donner un lieu, un mémorial, où vous irez en mémoire de vos ancêtres. Voilà, déposer une fleur ou une petite lumière, personne ne veut le savoir. Et ça vous dit le degré de déshumanisation dans lequel cette forme de refus, de déni de notre histoire nous jette. Et nous sommes dans la déshumanisation. Je vous parlais d'une bulle virtuelle, mais ça contribue à cette œuvre de déshumanisation. Et là, pour justement, parce que nous vivons dans cette bulle, cette œuvre-là poursuit sa route sans entrave, puisque nous sommes les complices de cela. Alors, il y avait la question de la mémoire, qui est fragmentaire donc, chez les Antillais. Hein. Vous dites, à page 10, vous dites « Jamais nous ne saurons hein, », en parlant de nos origines. Et vous parlez d'une histoire qui est transmise en creux, donc sous le manteau, et qui fait des ravages chez nous. Donc, quand elle est transmise, vous parlez aussi donc, de lutte contre l'ignorance, de la nécessité d'une journée de commémoration et de la loi Taubira, dont vous avez déjà dit qu'elle est en fait le travail de toutes les petites mains. C'est le travail de toutes petites mains. Mais je voulais juste vous dire, et je vous laisse la parole, à propos de « Nous ne saurons jamais », c'est faux. Les Africains américains travaillent depuis très longtemps sur le génome africain et tous les Antillais qui ont fait l'effort de chercher leurs origines les trouvent sans difficulté. Il y a juste un petit prélèvement de salive à faire et à l'envoyer à ce laboratoire qui vous dit la tribu, enfin le groupe humain dont vous descendez, le pays de provenance et beaucoup de caractéristiques au niveau de ce qui s'est développé sur le plan épigénétique, pas seulement génétique. Donc c'est pas vrai que nous ne saurons pas, nous ne saurons jamais. C'est vrai tant que nous allons nous maintenir dans cet aveuglement absolu dans lequel le système entier veut nous maintenir. Voilà, donc je vous laisse la parole sur la loi Taubira. Vous vouliez je voulais juste indiquer un ouvrage, c'est pas un petit d'ailleurs, dans cette veine, c'est celui de Oruno Lara qui reprend en Martinique la liste de tous les propriétaires d'esclaves en 1848, c'est-à-dire à l'abolition. Donc il y a un ouvrage qui existe et qui permet aujourd'hui à ceux qui veulent savoir de quelle plantation étaient leurs parents, de trouver... En dehors de ça, voilà. Oui. Parce qu'il y avait les numéros. Mais sur la colonie même, nous sommes arrêtés. Mais il faut sortir, il faut retourner à l'Afrique. Et là, c'est tout à fait... Moi, je sais que mon voyage à Gorée a été déterminant. Voilà. Mais je veux dire, génétiquement, on peut savoir exactement d'où on vient. Oui. Voilà. Donc, je vois que le clignote. Vous vouliez vous exprimer donc sur la loi Taubira et peut-être le fait que le Parti communiste a été toujours très frileux. Parce qu'on a parlé de... pourquoi elle a été frileux? Parce qu'on a dit esclavage crime contre l'humanité.
La Shoah est un crime contre l'humanité. Et c'était un peu... je pense que c'est ça qui a traîné... et c'était pas vous ne vouliez pas qu'il y ait concurrence des mémoires, en tout cas au Parti communiste. Oui. Et il n'y a pas de concurrence des mémoires. Bon, là maintenant, ça y est, c'est rentré dans... C'est ça. Malgré que je trouve que... On a quand même un peu désubstantialisé la loi pas mal. Hein. Oui. On a enlevé... Et je dois dire que là, il va y avoir cette année dans les écoles un concours sur l'esclavage. Mais ça, on le doit... Alors ça, vraiment, je pense qu'on le doit à l'ADEN. Et aux associations qui ont demandé pourquoi il y avait un concours sur la résistance. Et moi, j'ai même demandé plus. J'ai demandé que l'esclavage soit mis au musée de la résistance parce que c'est une résistance. Et on est des résistants. Enfin, les descendants. Les descendants. Voilà. Ouais. Mais si les gens voulaient adhérer à votre association, parce que l'émission est beaucoup regardée aussi en France, où est-ce qu'ils doivent s'adresser? Ils s'adressent à l'ADEN 94, ADEN 94, 5 rue des Réservoirs, 94 340, Joinville-le-Pont. Joinville-le-Pont. Je vais vous donner mon mail, peut-être. Un téléphone, non? Alors, 06 07 88 97 44. Et le site, c'est ADEN, www.aden94attaché.com. D'accord. Donc ça, c'est pour... et commander le livre et voir l'association, voir ce qu'on fait, continuer, parce que là, maintenant, on continue dans les écoles, travailler moi, je vais... Toutes les écoles qui veulent venir. Si, il y a des choses à faire, je suis tout à fait partante. On verra avec l'UNESCO, on verra aussi avec les écoles. Je suis tout à fait partante. Je suis à la retraite et mon dernier combat, je pense que je me suis donné 10 ans, parce que je ne veux pas être gâteuse après, mais c'est de vraiment... de passer la mémoire. Cette cause-là. Oui, voilà. Passer la mémoire. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il s'appelle la passeuse de mémoire, parce que je transmets la mémoire. D'accord. Et je trouve que c'est tellement important. Moi, on m'a pas transmis même cette mémoire. Et je trouve que ça, c'est ce que je dois à mon grand-père, à mes ancêtres, à mon aïeul, là, esclave. C'est au moins de leur rendre cette... Tout à fait. Et de partager avec nous la passeuse de mémoire. Popo, tu veux dire quelque chose? Oui, alors le témoignage de madame m'enseigne une chose, c'est que la question des réparations, ce n'est pas seulement des réparations pécuniaires, ce sont aussi des réparations de type, disons, mémoriel. Donc des édifices qui rappellent aux uns aux autres cette histoire dont nous sommes ici. Tout à fait. Il y a des monuments de... la guerre 45, la guerre 14, et pourquoi il n'y aurait pas de monuments? C'est parce que nous ne sommes pas assez déterminés pour faire reconnaître nos malheurs. Voilà, chers téléspectateurs, l'émission est déjà terminée. Donc je vous recommande l'ouvrage La passeuse de mémoire. Vous l'avez déposé en librairie ici à la Martinique? Il est à la librairie Alexandre. Bon, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais voilà, c'est dit. Et donc, lisez-le, c'est déchirant, mais ça nous montre justement la nécessité et l'actualité d'une problématique comme celle donc de la mémoire de l'esclavage, mais aussi la question des réparations, puisque regardez comment ce qu'il en sort 3, 4, 5 générations après, et les souffrances que vivent ceux qui ont conscience de cet héritage fatal pour beaucoup. Donc voilà, lisez et puis adhérez à l'association si vous voulez, mais en tout cas, n'acceptez plus qu'on ne vous parle pas de vous, puisque vous avez une histoire. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée. À bientôt.